Bienvenue dans le débat de France 24. Il fallait répondre à la colère de la rue, ne pas laisser s'amplifier un mouvement qui voit depuis 5 jours maintenant des centaines de milliers de Libanais, toutes tendances et toutes confessions confondues, réclamer le départ d'une classe politique au pouvoir à Beyrouth depuis la fin de la guerre civile. D'où les mesures que vient d'annoncer Saad Hariri, l'adoption d'une série de réformes et du budget 2020, jusque-là retardées ou bloquées par les divisions qui minent son gouvernement. S'il assure ne pas agir sous pression, mais dans l'intérêt supérieur du pays, le Premier ministre a su en tout cas saisir le mécontentement pour obliger ses partenaires politiques à le suivre. Est-ce suffisant? Le pouvoir libanais survivra-t-il à cette contestation par bien des aspects inédits? On en débat avec Samar Serraki de Butafoko. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un blog, Une Libanaise à Paris, et organisatrice de la manifestation hier dimanche, place du Trocadéro à Paris. Vous nous direz pourquoi. Également parmi nous, Agnès Levallois, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études méditerranéennes et Moyen-Orient. Merci d'être avec nous, Agnès Levallois. Eman Mana, vous êtes directeur de la Fondation Samir Kassir, vous êtes économiste de formation et vous avez écrit une note il y a un mois pour expliquer les risques d'une absence de réforme au Liban. Alors vous nous direz si justement ces réformes-là peuvent permettre de satisfaire la population. Et puis avec nous en duplex de Beyrouth, docteur Ima Tarabé, vous avez été conseillère de Rafik Hariri. Merci d'être avec nous également depuis Beyrouth. Mais d'abord, on va voir peut-être un retour en images sur les annonces du jour du chef du gouvernement et les explications en images d'État Nagy. Il avait promis des mesures pour apaiser la colère de la rue. Saad Hariri dévoile une série de réformes et le prochain budget du pays. Le chef du gouvernement l'assure, les Libanais ne paieront aucun impôt supplémentaire en 2020. Parmi les mesures phares annoncées, des investissements dans les infrastructures, de nouvelles taxes sur les banques et un geste hautement symbolique, une baisse de moitié des salaires du président, des ministres et des parlementaires. Ces décisions n'ont pas été prises en vue d'un marchandage. On ne cherche pas à vous demander d'arrêter de manifester et d'exprimer votre colère. C'est à vous de prendre cette décision et personne ne vous fixe de limite de temps. Si vous réclamez des élections anticipées, alors votre choix sera respecté et moi, Saad Hariri, je suis personnellement avec vous. Dans les rues de Beyrouth et dans le reste du pays, la mobilisation ne faiblit pas depuis jeudi. Au départ mobilisée contre une taxe sur les appels via des applications, taxe abandonnée dans la foulée, les manifestants ont très vite pris pour cible le système politique dans son ensemble. Slogan révolutionnaire, appel à la chute du régime, les protestataires rassemblés par dizaines de milliers dénoncent pêle-mêle la corruption, le confessionnalisme et le clientélisme au sein des élites. Des mensonges, que des mensonges. Il ne se passera rien. S'il voulait réellement faire quelque chose, il l'aurait déjà fait depuis longtemps. On ne croit pas un seul mot de ce qu'il raconte. Ce que veulent les gens, c'est la chute de ce régime. Ces manifestations interviennent sur fond de crise économique. Aujourd'hui, plus du quart de la population libanaise vit sous le seuil de pauvreté. Alors pour bien comprendre, Eman Mana, la colère populaire a éclaté jeudi après l'annonce de cette taxe sur les appels téléphoniques passés via les messageries sur Internet type WhatsApp, une mesure qui a provoqué un tel mécontentement qu'elle a été presque immédiatement retirée et pourtant ça n'a pas suffi. Le mouvement populaire était déclenché, il ne s'est pas arrêté depuis. Pourquoi d'après vous? Et est-ce que la mesure elle-même est perçue comme tellement injuste que malgré son annulation, elle dénote en tout cas un certain état d'esprit de la classe dirigeante du pays? La mesure est naturellement injuste parce qu'elle touche les plus pauvres. C'est finalement juste une taxe de $6 supplémentaires par mois sur une application finalement qui est utilisée par les personnes les moins bien nanties parce que gratuite par définition. Mais en réalité, le vrai scandale, au-delà de cette taxe-là, c'est que la décision du gouvernement de l'imposer a été prise la veille des pires incendies qui ont ravagé le pays. Plus de 3 millions d'arbres sont partis littéralement en fumée au Liban entre lundi et mardi. Et ce n'est que la pluie qui a arrêté les incendies. Avec la révélation d'un gros scandale lié à la non-maintenance d'hélicoptères spécialisés dans la lutte contre les incendies, le fait que le gouvernement, le lendemain, au lieu de parler de cette destruction massive de l'écologie au Liban, trouve comme seule solution ou seule mesure à prendre, c'est de taxer ces appels-là,
est vraiment scandaleux. Et en réalité, en parallèle, il discutait également d'une augmentation de la TVA à 17%, exactement 6 mois après l'avoir déjà augmenté de 10 à 11%. Donc dans ce contexte-là, au lieu de prendre les réformes nécessaires depuis très longtemps, s'amuser à aller vers les solutions de facilité les plus injustes, c'était vraiment écœurant et insultant pour tout le monde. Samar Serraki de Boutafoko, c'est ça qui vous a décidé, vous, à lancer ce mouvement de manifestation à Paris ? C'est vrai que très rapidement, avant même qu'au Liban, les gens descendent dans la rue, nous tous, Libanais dans le monde, très nombreux, on a assisté à ces feux. Et on a surtout assisté à l'inaction du gouvernement et à la responsabilité du peuple, parce que c'est le peuple libanais qui est descendu et qui a aidé, qui a éteint les feux, parce que les Canadair et les hélicoptères sont arrivés de Chypre, là où la majorité des Libanais vont se marier. Laïquement, civilement. On a eu les pompiers allaient éteindre le feu sans protection, ils étaient en t-shirt. C'est quand même très grave. On a eu un mort. On a eu une autre petite fille, je pense que ça a été aussi un élément déclencheur de 3 ans, qui est décédée parce que quand elle est arrivée à l'hôpital pour se faire soigner, elle n'avait pas d'assurance. Et la taxe WhatsApp est arrivée juste après. Donc on a tout le peuple libanais qui descend dans la rue, et c'est un fait inédit qui met de côté sa confession, son appartenance politique. Et donc on ne pouvait pas assister de tout ça à l'étranger et ne rien faire finalement. Et donc voilà, je me suis levée à 8h du matin et j'étais à la préfecture. Une taxe perçue comme déplacée face au dénuement des services publics. Plus notamment. que déplacée, ça a été perçu comme une insulte, c'est-à-dire le pays est en train de brûler. On a une grave crise écologique et on a une crise sociale. On a tout le peuple libanais qui a... Non, il faut essayer de visualiser ce qui s'est passé techniquement. Le Liban brûle et les dirigeants regardent ailleurs. Le Liban brûle et les dirigeants, ne réagissent pas. Ils assistent au spectacle. Docteur Imad Arabé, on vient de l'entendre, Samar Serraki de Boutafoko nous l'a dit, face à ce qui est perçu comme l'inertie de la classe politique ou son déphasage finalement, face à l'urgence à laquelle fait face le pays, eh bien les manifestations ont visé l'ensemble des dirigeants politiques, quelle que soit leur confession. C'est ça le fait nouveau aussi? Oui, tout à fait. Si vous voulez, c'est la première fois depuis qu'il y a des manifestations au Liban. Moi, je milite depuis très très longtemps pour mon pays, mais c'est la première fois qu'il y a un message qui est dirigé pour tous les dirigeants. Ils disent tous, c'est-à-dire tous. C'est-à-dire que ce soit le président Berry, que ce soit le président Hariri ou le président Aoun, tous sont concernés par ces manifestations. Et ça, c'est une première au Liban. Et puis, ce qui est aussi une première, que c'est la première fois que les manifestants, en fait, parlent du confessionnalisme politique comme équivalent à la corruption. Et ils demandent un État laïque, ce qui ne s'est jamais vraiment vu dans les manifestations aujourd'hui. Et donc, on assiste à un vrai événement historique au Liban de la part des jeunes. Comme vous avez pu constater, il y a énormément de jeunes dans la rue. On va dire la moyenne d'âge varie entre 25 et 30 ans. Et ces jeunes-là, je viens de les quitter, on était devant le sérail. Et il y a les femmes aussi qui sont mises en avant aujourd'hui. Et ça aussi, c'est un phénomène quand même assez nouveau dans un pays où les droits des femmes ne sont pas encore à jour. Agnès Levallois, est-ce que la corruption et le clientélisme dont elle découle ne sont pas le produit du confessionnalisme et du communautarisme des partis ? Oui, et c'est bien ça la question qui est posée aujourd'hui, et c'est pour ça que ce mouvement est absolument extraordinaire, c'est qu'il démontre véritablement d'abord l'incapacité de ce gouvernement à agir, à fonctionner. C'est un État complètement failli, l'État du Liban. Il suffit de voir les infrastructures dans le pays pour se rendre compte qu'il n'y a plus d'État depuis maintenant des années, qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il y a toujours la crise des ordures qui n'est pas réglée. Et c'est vrai que le système confessionnel tel qu'il a été élaboré ne peut conduire, à mon sens, de toute façon, qu'à un système de corruption. Pourquoi ? Parce que chaque chef de clan, chaque chef de communauté est dans un marchandage permanent avec les autres pour arriver à une espèce d'équilibre où chacun veut la même part du gâteau. Donc il y a un gâteau, on se le répartit parce que chaque chef de parti doit redistribuer à sa communauté
pour continuer à être, comme on dit, le zaïm, le chef, et pour pouvoir continuer à fonctionner. Donc ce système tel qu'il a été conçu ne peut aboutir, à mon sens, qu'à ce système de corruption. Et donc la demande des manifestants qui est de dire on ne veut plus de ce système, on ne veut plus d'un système confessionnel, à partir de là, on peut espérer reconstruire un système politique qui sort de ce fonctionnement qui, par lui-même, de toute façon, a ses propres germes de la situation à laquelle on arrive. Et c'est significatif de voir qu'aujourd'hui, tous les manifestants dans la rue, j'étais à Beyrouth jusqu'à samedi, manifestent avec des drapeaux libanais, et ça, c'est quand même extraordinaire. Il n'y a pas de drapeau de parti ou d'affiliation, quelle qu'elle soit, et les manifestations se déroulent aussi bien, évidemment, à Beyrouth qu'à Tyr, qu'à Tripoli, et que dans tous les villages pratiquement du pays, pour dire on n'en peut plus de ce système, on n'en peut plus de cette classe politique, qui est une classe politique constituée de chefs de milice issus de la guerre et qui, après la guerre, se sont mis d'accord pour se répartir le pouvoir et se répartir ce gâteau. Le problème, c'est que le gâteau, aujourd'hui, il a tellement diminué, il y a beaucoup moins d'argent, et on pourra y revenir, et du coup, les tensions... On ne peut pas distribuer les prébendes comme autrefois. Samar Serraki, Boutafoko, ce qui est aussi étonnant, on indique que d'ordinaire, dans des fiefs chiites, par exemple, plutôt, disons, tenus, on va dire, on assiste là, on observe des slogans hostiles à Nabi Berri, le président du Parlement, autrefois dirigeant d'Amal. On observe des slogans hostiles même à Hassan Nasrallah. Ce qui est incroyable, déjà, avant même de parler de ces slogans, c'est de dire qu'il y a des gens de Nabati et de Tyr qui ont senti ce sentiment de droit à la parole. Ils sont descendus dans les rues. Je pense que vous allez m'appuyer. C'est complètement inédit que dans le sud Liban, on descende dans les rues et qu'on manifeste. C'est-à-dire, les gens n'ont plus peur. Et je pense que c'est un fait qui est très, très important, de ne plus avoir peur et de descendre dans la rue. Et exactement comme vous le dites, oui, les gens n'ont plus peur de mettre à bas les symboles, de nommer les représentants politiques. Et c'est... Contre Gebran Bassil aussi, autour de Beyrouth d'ailleurs. Ça touche tous les représentants des différentes communautés. Tout le monde est cité. Et c'est-à-dire là où avant, dans certaines régions du Liban, on se disait que voilà, c'est notre représentant, il va nous protéger. Parce qu'il faut savoir aussi, particulièrement dans la région du Sud-Liban, très longtemps, ce sentiment d'appartenance, de libanité n'existait pas. Parce que c'est une région qui a été longtemps... on avait la présence israélienne. C'est l'objet de la présence israélienne, longtemps l'occupation israélienne. Donc ce sentiment d'appartenance au Liban n'existait pas. En revanche, on se sentait protégé dans le Sud-Liban, on se sentait protégé par le parti du Hezbollah, qui maintient plus ou moins la région. Aujourd'hui, ce sentiment-là, les Libanais du Sud ne le veulent plus. C'est-à-dire, ils veulent uniquement... moi, j'ai vu des... Ils ne le veulent plus ou ils n'en voient plus les avantages aujourd'hui, faute d'argent? Je pense que la situation n'est pas uniquement une crise politique. Je pense que c'est au-delà. C'est une crise... de la représentativité. C'est une crise de la représentativité et que ce système confessionnel ne peut plus exister. C'est une crise de moralité aussi. C'est pas juste uniquement que les gens ont faim. On dit sur la crise de moralité, parce que c'est vrai que le système confessionnel est vraiment en difficulté. C'est la fin des accords de Taïf auxquels on assiste? Pas encore, peut-être pas. Donc restons prudents. Qui avait conduit à la confessionnalisation du pouvoir en 89. C'est un système, le système confessionnel de partage a survécu à l'Empire ottoman, ça a commencé en 1860, ça a survécu à la Première Guerre mondiale, la Deuxième, le mandat français, ça a survécu. Donc j'espère que ça ne survivra pas. Mais pour moi, c'est vraiment une crise de la moralité. La classe politique actuelle au Liban est par définition incapable de réforme. D'où le côté un peu ridicule des annonces du Premier ministre aujourd'hui. Parce que la classe politique a son business model, son modèle économique bâti sur les rétrocommissions des grands marchés publics. Donc ce sont toujours les grands partisans, des hommes d'affaires liés aux grands partis politiques qui ont tous les contrats et qui reversent la majeure partie des contrats octroyés par l'État à ces partis politiques pour qu'ils fonctionnent, pour qu'ils fassent leurs élections, pour qu'ils embauchent, etc. À une époque au Liban, c'était les grands bailleurs de fonds étrangers, en particulier l'Arabie saoudite et l'Iran, qui finançaient le système politique. Ce financement a diminué fortement depuis que l'Arabie saoudite et l'Iran sont en confrontation directe sur d'autres terrains dans les pays du Golfe, en Syrie, en Irak, etc. Donc la seule façon pour les partis politiques libanais de se financer, c'est de racler les fonds de marmite de l'État libanais. Ce système-là n'existe pas ou n'existe plus à cause de ce gâteau qui a rétréci, mais ils sont incapables de réforme. Toute réforme équivaut à un suicide politique pour les partis au pouvoir. Parce qu'ils ne pourront pas,
embauchés au sein de l'État, leurs ouailles tels qu'ils l'ont fait juste après avoir augmenté les salaires de manière non étudiée économiquement il y a quelques années. Ils ont embauché 15 000 personnes la veille d'élection. Donc c'est cette mentalité-là qui les a permis de fonctionner. Si les réformes ont lieu, ils ne peuvent pas continuer. Docteur Hima Tarabé, népotisme, clanisme, voire même kleptocratie, c'est la fin d'un système aujourd'hui à laquelle on assiste avec des dirigeants, pour ne citer que Nabi Berri, Gebran Brassil, Michel Aoun et même Saad Hariri. On a affaire à des dynasties au pouvoir depuis même les débuts de la guerre civile pour certains. Oui, en tout cas, si vous voulez, il faut juste revenir aussi un peu à la création du Liban. Je veux dire, la création du Liban, elle a été aidée par la France et le système confessionnel a été mis aussi avec la France. C'est la France qui a voulu, pour protéger les maronites au Liban, de garder un système confessionnel politique, de donner des prérogatives au président de la République et de faire une répartition des pouvoirs politiques. La guerre civile a été déclenchée à cause de ce système politique et l'accord de Taïf est venu redonner des prérogatives un peu plus aux musulmans qui partageaient le pouvoir avec les chrétiens. Aujourd'hui, il faut juste noter que l'accord de Taïf est quelque part ou pourrait être l'issue à cette crise. Parce que dans l'accord de Taïf, il y a 2 points qui n'ont jamais été appliqués et cet accord a été signé quand même par tous les partis politiques. C'est en premier la décentralisation administrative, mais ce qui est encore plus important par rapport au confessionnalisme politique, qu'il est stipulé durant l'accord de Taïf qu'il y ait un parlement qui soit laïque. À côté de ce parlement laïque, un Sénat qui représenterait les confessions. Donc si vous voulez, les jeunes aujourd'hui qui sont dans la rue n'ont pas vraiment besoin d'être dans la rue. Il suffit juste qu'ils disent aux gouverneurs aujourd'hui, parce que je les appelle gouverneurs, ils ont ce genre de qualificatif, qu'ils appliquent l'accord de Taïf qu'ils ont signé en 1990. C'est-à-dire que si demain nous avons des élections anticipées avec un parlement qui est laïque, à ce moment-là, on pourra peut-être espérer faire évoluer les choses. Et la corruption, aujourd'hui, elle est quand même particulièrement liée à ce système confessionnel. Ce n'est pas seulement une crise de moralité. C'est une crise de moralité dans le sens que les jeunes et les Libanais aujourd'hui ont réalisé que ce système confessionnel était égal à la corruption, qu'on pouvait sortir de la corruption qu'en abolissant le système confessionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de l'abolir? Je ne pense pas, malheureusement. Je pense qu'il faudra encore plus de temps. Je ne sais pas, ce mouvement, combien de temps il va être dans la rue. Il y a eu, il y a quelques années, un mouvement qui s'appelait « You stink », vous puez par rapport aux déchets, qui malheureusement n'a pas continué. Donc, il faudra attendre les jours à venir si nous sommes sur la bonne voie et si nous pouvons espérer quelque chose avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur le terrain. Voilà, je vais donner la parole. Vous vouliez dire un mot, Agnès Levallois? Je veux juste dire que même s'il y a des élections aujourd'hui, ce que les manifestants veulent, c'est que cette classe politique se renouvelle. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus de ces représentants. Donc effectivement, dans les accords de Taïf, il y a un parlement laïque et il y aurait une deuxième chambre. Mais la question des élections ne règle rien dans le sens où aujourd'hui les manifestants ne veulent plus d'un Gebran Brassil, ils ne veulent plus d'un Aoun, ils ne veulent plus d'un Hariri, ils ne veulent plus d'un Nabi Berri. Il faut un renouvellement de nouvelles... Du personnel politique et des partis qui... des partis politiques. On ne peut plus avoir les forces libanaises, le parti Amal, ces partis qui ont démontré en plus leur incapacité à gérer les affaires du pays depuis maintenant 30 ans. Ils veulent nous faire croire qu'en 3 jours, ils ont réussi à régler tous les problèmes. On va en reparler dans un instant. C'est la fin de la première partie du débat, mais évidemment, on va continuer à aborder cette question. Restez avec nous, on se retrouve dans moins de 2 minutes pour la suite du débat de France 24. Et malgré les annonces aujourd'hui de réforme du gouvernement, la contestation ne faiblit pas au Liban. Le système politique va-t-il pouvoir tenir? On en parle avec toujours à mes côtés Samar Serraki de Butafoko, l'auteur d'un blog Libanaise à Paris, organisatrice de la manifestation hier dimanche, place du Trocadéro. Également avec nous Agnès Levallois, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Avec Eman Mana, directeur de la Fondation Samir Kassir, économiste de formation. Merci d'être avec nous. Et puis toujours en duplex de Beyrouth, docteur Hima Tarabé, ancienne conseillère de Rafik Hariri, le chef du gouvernement, qui a donc annoncé un certain nombre de mesures aujourd'hui. Vous paraissent-elles, Hima Tarabé, à la mesure de l'ampleur des défis?
Non, je ne pense pas. Moi, j'ai effectivement travaillé avec Rafik Hariri et travaillé avec Saad Hariri. Je pense que le Premier ministre, le premier problème, c'est qu'il ne peut pas prendre les décisions tout seul et qu'il a des partenaires politiques. Et que ce qu'il a répondu aux manifestants n'est certainement pas à la hauteur de ce que veulent les manifestants. Ben, c'est sûr qu'il y a eu un effort qui a été fait au niveau économique, mais ce n'est pas le message des manifestants. Les manifestants demandent un changement du système politique. Et comme disait Agnès, le Valois, ils veulent quand même des élections. C'est ce qu'ils sont en train de dire dans la rue. Effectivement, ils veulent que le gouvernement parte, mais ils seraient aussi d'accord pour qu'il y ait des élections. C'est-à-dire que si aujourd'hui le président Hariri met une date par rapport à des élections anticipées, en tout cas c'est ce qu'il a dit. Il a dit durant son discours qu'il n'était pas contre qu'il y ait des élections anticipées aujourd'hui. Après, lui, il fait ce qu'il peut faire. Il ne peut pas faire plus parce qu'il n'est pas seul, il a des partenaires. Il y a donc le président Aoun, il y a le président le PSP, Walid Joublat. Donc, il y a le Hezbollah aussi qui joue quand même un rôle très important. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un discours quand même du chef Nasrallah, du chef du Hezbollah, qui a été assez dur et qui a été même assez menaçant par rapport aux manifestants qui sont dans la rue, en disant qu'il n'en était pas question que le gouvernement démissionne ou bien que ce régime saute. Donc je pense qu'on ne peut pas mettre toute la faute sur Saad Hariri, même si je pense qu'il pourrait avancer sur certains points. En tout cas, pour moi, les deux points de l'accord de Taïf et son père, Rafik Hariri, était quand même un des constructeurs de l'accord de Taïf, pourrait être en tout cas annoncé, et le gouvernement et le Parlement pourront avancer sur ces deux points. Agnès Levallois, en annonçant une baisse de moitié des salaires de tous les dirigeants, aussi bien d'ailleurs ministres, ex-ministres et députés, en annonçant des impôts sur les banques et aussi son accord à d'éventuelles élections législatives anticipées, Saad Hariri semble jouer la rue d'une certaine manière contre une partie de ses alliés politiques. Est-ce une pure posture ? Écoutez, quand on voit l'annonce de la baisse de 50% des salaires, pour moi, ma réaction, il y a deux réactions possibles. Soit les salaires étaient tellement délirants que de les baisser de 50%, ça ne change pas grand-chose. Soit ils ont gagné tellement d'argent depuis qu'ils sont au pouvoir qu'ils peuvent se permettre de baisser les salaires de 50%. La mesure est tellement énorme que, pour moi, c'est une mesure qui est même insultante à l'égard des manifestants. C'est de l'électoralisme ? C'est vraiment histoire de dire on fait quelque chose. Et voyez, on est prêt à aller très loin. Mais comment les manifestants peuvent-ils accueillir une telle mesure ? À la limite, une baisse de 20%, ça veut dire on comprend la difficulté et on fait un effort. Mais 50%, c'est tellement énorme qu'on a l'impression effectivement que c'est un sacrifice énorme. Mais je crois que ça ne peut pas être pris comme ça par les manifestants qui ne seront pas dupes de cette mesure vraiment populiste, d'un degré vraiment, j'allais dire, mais passez-moi l'expression, assez lamentable. Et je pense que c'est pas ça que les manifestants attendent. Et quand on voit comment les manifestants, les mots d'ordre, je crois que c'est complètement déplacé. Quand ils disent qu'il faut absolument que les banques, effectivement, qui elles aussi ont gagné un argent depuis 30 ans absolument délirant, il suffit de regarder les travaux de Charbel Nahas, un économiste reconnu au Liban, quand on voit les dizaines, les centaines de milliards de dollars qui ont été engrangés par les banques, de dire qu'il va y avoir une taxe de 3 milliards, oui, très bien, mais il faudrait simplement récupérer sur tout ce que les banques ont gagné et qu'il y ait vraiment une taxe qui soit prise sur l'ensemble de ce stock qui a été accumulé par les banques et pas simplement 3 milliards pour faire plaisir, pour dire on fait quelque chose. Et l'histoire des infrastructures... Oui, délivrer des licences pour construire des centrales électriques parce qu'il y a un problème. Ça fait des années qu'il n'y a pas d'électricité. Et rappelez-vous l'histoire qu'il y a eu il y a quelques années, lorsque, en l'absence d'électricité, le Liban s'est tourné vers la Turquie et que des barges sont venues de Turquie avec donc des usines flottantes et que les barges n'étaient pas adaptées au système à Saïda où elles devaient accoster pour l'électricité. Parce que c'est un marché qui a été passé en l'absence totale de transparence et que si on cumule tout l'argent qui a été dépensé pour l'électricité depuis les années où le système est en place, il y aurait déjà de quoi construire 3 ou 4 centrales
électrique au Liban qui permettrait de donner de l'électricité à tout le monde et même d'en vendre à la Syrie ou aux pays voisins. Donc, très bien si aujourd'hui on va le faire, mais qu'est-ce qui a empêché pendant toutes ces années que ça n'ait pas été fait? Et donc je crois que là encore, ces mesures, même si sur le papier elles sont effectivement importantes, elles ne correspondent à rien. Et pourquoi, enfin je ne suis pas libanaise, mais pourquoi les Libanais feraient confiance aujourd'hui à ces annonces alors que depuis des années on connaît les solutions et que les mesures n'ont pas été prises? Eman Mana, Saad Hariri avait donné un ultimatum, adressé vendredi un ultimatum aux membres de sa majorité. Il leur donnait 72 heures pour lui emboîter le pas. Qu'est-ce qui fait qu'en même pas 72 heures, en 48 heures, on a obtenu ce qui n'était pas possible visiblement depuis des mois? Tout d'abord, je pense que le degré de confiance est tellement bas, c'est qu'on ne croit même pas que ces réformes-là vont être appliquées. Donc déjà... Il y a quand même l'instinct de survie de cette classe politique qui sent que là ça chauffe quand même. Absolument. On parlera également des mauvaises choses que cette classe politique peut encore faire. Donc voilà, je suis très loin de crier victoire. Mais actuellement, ces mesures-là sont tellement limitées par rapport à l'ampleur du problème. Elles pouvaient être annoncées il y a 15 ans, 20 ans. C'était exactement les mêmes réformes qu'on réclame depuis très longtemps, depuis 2003 et la première conférence, ou 2001, de la première conférence à Paris sous Jacques Chirac. C'est les mêmes mesures qui se répètent dans tous les plans du gouvernement. Deuxièmement, donc s'il n'était pas capable de les faire pendant 15 ans, pourquoi il les ferait pendant 1 an? Mais plein de mesures qui montrent vraiment l'engagement du gouvernement n'ont pas été prises. Toutes les mesures liées à la transparence. Ce même gouvernement, du même Premier ministre, a décidé de rendre caduque la loi de l'accès à l'information qui a été votée il n'y a même pas 1 an et demi. Ce même gouvernement, sous ce même Premier ministre et toute la classe politique qui y est alliée, a complètement raté la transition du Liban vers les fibres optiques alors que des centaines de millions de dollars ont été payés. Et je parle d'une perte d'argent net de 400 millions de dollars en 1 an ou 2. Je parle également du problème de l'électricité. Ces barges électriques ont été importées de Turquie par une compagnie dirigée par le vice-président du courant du futur du Premier ministre en signant des contrats avec Gebran Bassil et son parti au sein du courant patriotique libre au ministère de l'Énergie. Donc on voit très bien que les partis qui s'insultent officiellement et qui, soi-disant, exactement, jouent la carte populiste et confessionnelle sont en réalité, quand il s'agit de racler les fonds de marmite et de voler l'argent des citoyens, ils sont ensemble. Donc comment faire confiance à cette classe politique? C'est ce que la rue dit. C'est une classe politique indigne de confiance et même si elle l'était, elle n'est pas capable de réforme parce que réformer veut dire signer son arrêt de mort et elle ne le fera pas. Le Liban est le 3e pays le plus endetté au monde. Le 3e. 150% du produit intérieur brut. Voilà. Le Liban arrive juste après le Japon et la Grèce et on a l'impression que le gouvernement libanais découvre aujourd'hui qu'on est le 3e pays le plus endetté au monde et qu'il a fallu que le peuple descende dans la rue pour dire on vous a entendu. Mais comment le peuple peut faire confiance à un gouvernement qui est dans la réaction? On ne peut pas faire confiance à un gouvernement ou avoir un leader qui est dans la réaction. Un gouvernement est censé prendre du recul, faire des mesures et agir. La réaction, c'est comme si on tombait amoureux de quelqu'un et qu'on courait tout de suite dans ses bras pour aller vivre avec lui, quoi. C'est pas possible. Et en fait, le gouvernement libanais, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Ce qui arrive là n'est pas nouveau, Rima Tarabé. On s'en souvient, hein, les crises à répétition du ramassage des ordures, par exemple, ont montré à quel point le Liban était un État dysfonctionnel à bien des égards. Comment expliquez-vous que rien n'a été fait et pensez-vous que dorénavant, la classe politique, en tout cas, a compris l'onde de choc que lui envoie la rue? Oui, tout à fait. C'est pas la première fois. C'est pour ça, quand il y a eu la question des déchets, moi, je m'étais dit que effectivement, les Libanais allaient dépasser leurs premières identités. Donc, et on voit les images d'archives à l'époque pendant que vous parlez. Hein, je le dis pour ceux qui nous regardent. Allez-y, on vous écoute. D'accord. Et les identités partisanes. Et je me suis dit que ça y est, c'est bon, cette fois-ci, ils vont y aller, ils vont aller jusqu'au bout. Et malheureusement, c'était des partis politiques aussi qui étaient descendus dans la rue. Donc il y avait des partis de communistes, puis il y a eu d'autres partis qui se sont ralliés. Et malheureusement, comme il y a eu des leaders qui sont sortis un peu de ce mouvement, tout de suite, les gens au pouvoir ont pu faire des divergences entre les différents manifestants. Et puis il y a eu des histoires concernant les différents leaders. Et le mouvement a été cassé au bout de plusieurs mois quand même, où les jeunes étaient dans la rue, restés devant le siège du gouvernement et ne bougeaient pas. Et la différence aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de leader qui est sorti de ce mouvement. Donc c'est un mouvement populaire
Jusqu'à présent, il n'y a pas de tête qui sortent vraiment. On sent que ce n'est pas très organisé. Bon, il y a des gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui disent que c'est programmé par les États-Unis ou bien que c'est financé par l'Arabie Saoudite, ce qui est complètement ridicule parce que là, quand on circule avec les manifestants, on est obligé de s'acheter le drapeau, la casquette, on est obligé de s'acheter pour manger. Donc, il n'y a pas du tout ni d'argent qui circule, ni une puissance étrangère qui est en train de pousser à ce que ce mouvement continue. Mais en même temps, ce mouvement risque de ne pas perdurer. Parce que, si vous voulez, les Libanais, ça fait quand même des années, comme vos invités l'ont déjà mentionné, ça fait des années qu'ils vivent quand même sans électricité. On ne peut pas boire de l'eau du robinet. On a la question des déchets. Moi, je travaille sur des questions de pollution et d'écologie au Liban. C'est une catastrophe depuis des années et des années. Et les Libanais, quand même, se sont quelque part... ils ont accepté en tout cas ce système qui existe et qui perdure. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est arrivé à un seuil de pauvreté qui est inacceptable. Et c'est vrai que cette question de taxes sur le WhatsApp et d'autres taxes qui sont venues ont été le catalyseur de ce mouvement. Donc, est-ce que cela va perdurer ou pas? On sait très bien que la plupart des révolutions qui ont été déclenchées dans le monde, c'était la pauvreté qui a poussé les gens à descendre dans la rue. Aujourd'hui, les gens n'ont rien à perdre. Ils ne peuvent pas travailler, ils n'ont pas de salaire, ils sont endettés, ils n'ont pas d'eau, ils ont des déchets partout, donc ils n'ont plus rien à perdre. C'est pour ça qu'ils vont rester dans la rue. Mais combien en pourcentage de gens va rester dans la rue? C'est ça toute la question. Est-ce que ça va continuer ou pas? Le peuple libanais, si vous voulez, est très fatigué. Il a quand même vécu 15 ans de guerre civile, puis après ces 15 ans de guerre civile, on a eu quand même énormément de voitures piégées, nos politiques qui ont été assassinés. Il y a eu, vraiment, nous avons vécu des choses quand même assez atroces durant des années et des années. Est-ce que cette nouvelle génération aujourd'hui aura le courage de rester dans la rue jusqu'à ce que ces revendications soient assurées? Je ne sais pas. J'espère, mais j'ai des doutes encore sur la durabilité du mouvement. Agnès Levallois, entre lassitude et exaspération, lorsqu'un tiers des Libanais aujourd'hui sont sous le seuil de pauvreté, on mesure à quel point la situation est intolérable. Et pourtant, à l'image de ce que disait à l'instant Rima Tarabé, lorsqu'on observe ces mouvements spontanés qu'on a pu voir ailleurs, qu'on a pu voir en Algérie par exemple, qu'on voit aujourd'hui au Chili, qu'on a pu voir même en France avec le mouvement des Gilets jaunes, ces mouvements spontanés organisés via Internet, l'absence de leader, est-ce qu'à terme, ça n'est pas une promesse d'enlisement ? Alors c'est vrai que ça pose un problème, on l'a vu ça dans les différents conflits effectivement à travers le monde. Aujourd'hui, il y a vraiment un ras-le-bol de la part de la jeunesse qui voit qu'elle n'a aucun avenir. Quand même, n'oublions pas, le Liban est un des pays qui exporte le plus sa jeunesse. Et ça, c'est son modèle économique. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui en dit long sur l'absence de perspective. Et du coup, ce ras-le-bol, et ceux qui restent, ce sont ceux qui n'ont rien, qui n'ont même pas la possibilité de partir. Donc c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de personnes qui émergent est toujours la même question qu'on pose. Mais moi, je ne suis pas si sûre qu'il n'y ait personne. Il y a des personnes au Liban, il y a des cadres extrêmement bien formés, il y a des personnes qui existent. Il y a eu des mouvements. Alors, on peut critiquer ces fameux mouvements de la société civile. C'est un terme que j'aime pas beaucoup parce qu'on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Mais lorsqu'on regarde les élections législatives de 2018, il y a eu des mouvements alors qui n'ont pas eu de représentants au Parlement, parce que c'était peut-être encore nouveau. Il faut le temps aussi à ces mouvements issus de la société civile de se former, de se faire connaître, d'avoir un peu d'espace. Jusque-là, l'espace était complètement saturé. Vous envisagez un Podemos ou un Syriza libanais par les partis traditionnels. Mais il y a, moi je pense à un parti ou un mouvement comme Mouatinoun, Mouatinat, Fidaoula. Alors on va me dire, il ne représente rien pour l'instant, ça veut dire citoyen et citoyenne dans un État, donc absence de référence confessionnelle communautaire. Ce sont des mouvements qui existent, qui mobilisent et qui suscitent de l'intérêt. Donc je crois que de dire toujours il vaut mieux le système actuel, sinon c'est le chaos parce qu'il n'y a personne, ça n'est pas un argument entendable. Enfin, bien sûr, et c'est un argument qui est mis en avant. Javan Bassil l'a mis en avant lors de sa déclaration vendredi. Salah également, ça va être Nasrallah pareil. Donc l'argument, c'est de dire de toute façon, il vaut mieux se contenter de cette classe politique. On va lui dire de faire un effort, de faire quelques réformes, parce que sinon c'est le chaos. Regardez ce qui se passe en Syrie, au Yémen, en Libye, et là les exemples sont énormes. Donc je crois qu'il ne faut pas tomber non plus là-dedans, parce que c'est vrai que ce qui est important, c'est ce mouvement que l'on voit, auquel on assiste aujourd'hui, d'une population qui dit on n'en peut plus, on veut
veut vivre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre, et pas tout de suite les forces régionales ou internationales de dire, bon, comme l'ambassadeur américain et français qui vont voir aujourd'hui pour dire, il faut que le système quand même se maintienne, même s'il faut des réformes. Je crois qu'il faut faire attention à cet argument qui est quand même très dramatique à terme. La peur du vide, c'est ce qui a maintenu Saad Hariri, on l'a dit, prêt un temps à démissionner, j'allais dire, à nouveau, parce que se souvient de cette démission du temps où, bien sûr, on la savait sous influence des Saoudiens. Je ne pense pas que, d'abord, le Liban ait besoin aujourd'hui d'un leader, d'un sauveur ou d'un homme fort. De surcroît qui vient... une femme, bien sûr. Non, mais que ce soit une femme ou un homme, peu importe. C'est-à-dire que même un visage émergent de la révolution, je ne pense pas. Parce que la population libanaise a eu des hommes forts, des sauveurs pendant toutes ces années. Nasrallah, Hariri, des hommes charismatiques. Et Michel Aoun. Exactement. On ne peut même plus utiliser ce terme fort sans en référer mais à voilà, lui. c'est-à-dire que le Liban aujourd'hui n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, bien évidemment, quand on parle on entend beaucoup de gens dire qu'il faut des technocrates qui viennent, c'est-à-dire des experts qui vont venir. Les technocrates non plus ne suffiront pas parce que les savoirs, l'État n'a pas uniquement besoin d'un rapatriement de savoir. Il faut réellement, exactement comme le disait Agnès Levallois, c'est-à-dire une création d'une nouvelle classe politique. Il faut absolument une nouvelle classe politique et on ne veut plus entendre parler de leaders, d'hommes forts, providentiels qui va venir et qui va nous sauver, nous, peuple libanais, quoi. Ils sont là, ils sont dans la rue, ils sont éduqués ils vont le faire. Une conscience nationale libanaise qui est en train d'émerger à la faveur de cette crise, Emmanuel Mana. Oui, mais j'aimerais bien indiquer les risques. On est tous un peu euphoriques avec ce qui se passe, mais il y a 3 risques essentiels. Premier risque, c'est un risque économique et financier. C'est vrai que la situation est tellement difficile au niveau économique, mais jusqu'à présent, les banques sont fermées depuis jeudi. Elles n'ont toujours pas ouvert. Elles seront fermées demain. Le risque d'une affluence sur les banques à la première heure de la première ouverture est un vrai risque. Et je pense qu'il y a absolument un travail nécessaire de la part de la Commission des banques, de la Banque centrale, du gouvernement, quel qu'il soit, et d'experts, afin de préparer ce jour-là. Éviter la course au guichet, que chacun retire ses économies, ce qui provoquerait l'effondrement. La crise pour tout le monde. L'effondrement. Le marché noir, excuse-moi, déjà sur le marché noir, le dollar est à 1700. C'est vrai, 1700 mais ça risque d'empirer et il faut vraiment se préparer. Le deuxième risque est un risque sécuritaire. Avec cette classe politique, avec les menaces un peu voilées qu'on a entendues ces derniers jours, on ne peut pas faire confiance à cette classe politique de ne pas utiliser leurs éléments les plus violents contre les manifestants. Donc il faut rester conscient de ne pas avoir un enlisement. Et là, particulièrement, il faut observer le rôle de l'armée et des forces de sécurité intérieure de maintenir les standards les plus élevés de la gestion de crise. Et le troisième risque est un risque lié aux manifestants eux-mêmes. L'une des stratégies du pouvoir, ça va être de pousser les manifestants à se diviser. Vous avez parlé de Syriza et de Podemos, mais il y a un vrai mouvement qui ressemble à Ciudadanos dans ce mouvement. C'est pas vrai qu'ils sont tous de mouvance de gauche. Il y a une mouvance libérale qui est très forte, qui existe également dans ces mouvements-là. Pousser les manifestants à s'accorder sur un papier, sur une alternative, c'est exactement la technique qui a été utilisée lors de la crise des ordures, afin de pousser à des divisions entre un courant plutôt libéral et un courant plutôt de gauche. Et il ne faut pas aller dans cette voie-là où on va maintenant se déchirer sur la question de la privatisation. Il faut maintenir le cap en disant que cette classe politique, quelle que soit la réforme, quelle que soit la direction de la réforme, est incapable de la prendre étant donné sa tradition de corruption. Donc plutôt maintenir le cap sur les revendications de type politique afin de ne pas laisser ce mouvement imploser à cause de dissensions sur les revendications. Docteur Imad Arabet, dans ces conditions, vous venez de l'entendre, il y a l'idée effectivement d'une union dans un premier temps pour permettre de faire partir le système politique. Le Liban vit une situation un peu particulière puisqu'il est également sous l'effet des crises de ses voisins et on pense évidemment à la Syrie. Il y a au Liban plus d'1 million de réfugiés provenant de la Syrie. Est-ce que ça joue également dans la crise qu'est en train de vivre le pays actuellement ? Non, je pense qu'il faut dissocier. Aujourd'hui, il faut dissocier, oui, on vit dans une crise économique au Liban, mais qu'elle n'est pas due nécessairement aux réfugiés syriens. On vit dans une crise depuis très longtemps. Mais ce que votre interlocuteur disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, si vous voulez, les risques économiques, aujourd'hui, les jeunes, quand vous parlez avec eux, là, ça fait 4 jours que je suis avec eux, mais
ils n'en ont rien à faire des risques économiques, ils n'en ont rien à faire des risques sécuritaires. Et c'est vraiment la première fois que, quelque part, ils savent qu'ils sont en train de lutter pour leur avenir. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire de concessions. C'est zéro concession pour eux. Alors, est-ce que le pays va effectivement être dans une crise économique plus importante ? Je dirais pourquoi pas. Peut-être que des fois, pour qu'on puisse avancer, il faut aller jusqu'à l'abîme. Dans tous les cas, la situation actuelle au Liban ne peut pas continuer. C'est-à-dire quoi ? Qu'ils vont rester maintenant durant quelques mois. De nouveau, ils vont retomber dans le même système politique qui existe parce qu'on a peur que le Liban éclate sur le plan sécuritaire ou bien qu'il éclate sur le plan économique. Moi, j'ai vécu toute la guerre civile au Liban et on a vu pire parce que chaque jour, on ne savait pas si on n'allait pas mourir. Et on allait à l'université, on allait à l'école sous les bombardements et on allait en passant à côté des francs-tireurs. Et après, ça fait depuis tout ce temps qu'on est en train de se battre pour améliorer un pays. Donc aujourd'hui, on ne peut plus prendre la peur sécuritaire ou la peur de risque économique et ne pas faire les choses comme ce qu'il faut qu'ils fassent. Alors après, il faut effectivement que les gens qui sont au pouvoir, s'ils veulent aider et écouter en tout cas la jeunesse, en tout cas le Premier ministre Saad Hariri semblait dire que c'est grâce à ces manifestants qu'il a pu faire voter des réformes au gouvernement. Alors, autant en profiter, même si la classe de tous ces jeunes qui sont dans les rues ne veulent plus de Saad Hariri, ne veulent plus aucun chef politique, mais peut-être qu'il peut y avoir des choses qui peuvent être mises en place. Et effectivement, il faut qu'il commence à y avoir quelques interlocuteurs des mouvements sans que ça devienne des leaders politiques, mais quelques interlocuteurs pour qu'il y ait en tout cas un lien qui est un discours qui soit entretenu et qu'il y ait un dialogue avec les gens au pouvoir. Merci. Un mot peut-être très rapide, parce qu'il nous reste une minute. Ce que je crois, c'est qu'effectivement, quand Saad Hariri dit qu'il est de tout cœur, en gros, avec les manifestants, ce qu'a dit d'ailleurs Gebran Bassil dès le vendredi, qu'il était de tout cœur, le discours était absolument surréaliste de voir comment la seule réaction, finalement, de ces hommes politiques, c'est de dire on comprend, bah oui, effectivement, il y a des choses qu'on n'a pas faites, qu'on aurait dû faire, et maintenant qu'on va faire. C'est un discours qui est complètement déconnecté de la réalité et complètement déconnecté de tous ces jeunes et des moins jeunes qui sont dans la rue aujourd'hui. Les gens n'ont plus peur aujourd'hui et je pense qu'ils ne veulent surtout plus du système politique confessionnel. C'est exactement ça. Ça veut dire que même la question d'un nouveau, d'un nouveau recensement, pardonnez-moi, ne se pose pas aujourd'hui dans le Liban actuel. Parce que regardez tous les gens qui sont dans la rue. C'est le système confessionnel dont les gens ne veulent plus entendre parler. C'est quand même une hérésie, un système politique où toutes les confessions sont représentées dans un gouvernement. C'était la condition de la paix. C'était la condition, mais aujourd'hui, elle a fait son temps. Ouais. Et les gens, aujourd'hui, c'est fini. C'est-à-dire, c'est absolument plus possible. C'est-à-dire, au début, les gens l'ont accepté par communautarisme, parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils étaient éduqués comme ça. Aujourd'hui, les choses ont changé. L'application de l'accord d'Otef peut permettre de sortir de la crise. Pourquoi ils ne l'ont pas fait pendant 30 ans ? C'est-à-dire, ça fait 30 ans qu'on subit, qu'on est arrivé à une crise environnementale, une crise économique, sociétale, une crise de moralité à cause des accords de Taïf. Et aujourd'hui, on veut nous expliquer que ce sont ces mêmes accords qui vont libérer les rues et qui vont apporter énormément de bonheur et de douceur aux Libanais. Non, je ne crois pas. Emmanuel Mana. C'est juste un point également lié à ce mouvement. Oui. Enfin, on n'est plus en train d'accuser le réfugié syrien d'être à la cause de tous nos problèmes. Enfin, tout ce discours de Gebran Bassil en particulier, qui accuse les Syriens pour tous les maux au Liban, est tombé à l'eau. Les gens se sont rendus compte que c'est une crise de gouvernance et de moralité qui nous a conduit à cela. C'est la non-gestion de la crise des réfugiés syriens qui fait partie des causes du problème, et pas le réfugié en tant que personne et en tant que victime de la guerre. D'autant que l'économie libanaise a bénéficié de l'afflux de ces réfugiés. Il y a plus d'argent entrant au Liban, en termes de dollars, liés à la balance des paiements, lié à la crise des réfugiés, que d'argent qui soit parti. Exactement, et ça c'est important de le dire. Merci à vous Agnès Levallois, et c'est également à Emmanuel Mana, à Samar Serraki de Boutafoko, et puis avec nous en duplex de Beyrouth, c'était le docteur Rima Tarabeh. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir bien voulu débattre et nous éclairer sur la situation qui aujourd'hui secoue le Liban. Restez avec nous à suivre dans un instant un nouveau journal sur France 24.